va se refaire la cerise. Le podcast de l'expert vélo avec Michael Carminati. Direction la Haute-Savoie, au pied du col de la Colombière, pour découvrir CP Bikes Specialized Sionzier, qui vient d'ouvrir ses portes. Derrière l'inauguration, l'histoire de deux passionnés partis de locaux bien plus modestes. Au programme, leur aventure entrepreneuriale, leur métier de vélociste, l'étude posturale et surtout le tout nouveau Specialized Tarmac SL9, le seul vélo au monde pour lequel les journalistes supplient de le voir et en parler tellement il fait le buzz. Un vélo d'ailleurs qui a fuité sur Internet avant sa présentation officielle et un bruit court que ce leak serait issu du 74 de vélocistes tellement impatients de le vendre qu'ils auraient craqué. Donc ne partez pas, promis, il y a tout de même une partie intéressante dans cette émission. Et pour en parler justement, j'ai en face de moi deux associés. J'accueille Cyril Chancy et Pierre Martin. Bonjour salut Cyril, salut Pierre. Bonjour Michael. Je suis très très content de vous retrouver, venir ici à Sionzier. Exactement. On s'était connus à Marna, ou Marnaz. Marna, voilà. De Z ici. Ouais. On le dit pas. Et c'est vrai que vous êtes un magasin de vélos Specialized, mais avant tout CP Bikes, quand même très atypique. Alors moi, j'ai eu la chance de découvrir pas mal de magasins, spé ou pas. Vous êtes une des rares associations professionnelles qui tient. En général, c'est toujours un peu difficile. Il n'y a pas beaucoup de shops dans le milieu professionnel où il y a des associations qui se passent bien. J'ai dit pour blaguer un vieux couple. C'est le bon mot. C'est à peu près ça. Hein. Ouais. Comment vous vous êtes connus tous les deux ? C'est-à-dire que, alors moi j'ai eu la chance de participer à votre premier podcast. Je connais un petit peu l'histoire, mais pour nos auditeurs, comment vous êtes connus ? Je te laisse expliquer, Pierre. En fait, dans le tissu local où on était, il y avait un petit club de VTT qui organisait une course en fait tous les ans. Alors bon, la course de DH, vraiment, voilà, du quartier quoi. C'était vraiment du quartier. Ouais, ça faisait 100 mètres de dénivelé. On poussait pour remonter et tout, c'était magique. Ouais. Et donc on s'est rencontrés, on s'est vus pour la première fois sur cette course-là. On s'aimait pas du tout. Pas du tout. Voilà. C'est marrant, hein. Deux grandes gueules, voilà. S'aimait pas du tout. Ouais. Et puis, grand aussi, c'est-à-dire que pour les auditeurs qui nous écoutent, on est grand. Pierre, c'est 1,90 et 1m96. Ouais, voilà. Ok. Ouais. Des beaux bébés, quoi. C'est ça. Ouais. On parlera pas des fois. Hein. on parle pas trop. Hein. Ça se actuellement. Et bon, bref. Et donc après, à force de se fréquenter, de se voir à faire du vélo, etc. Voilà. C'est comme ça que ça s'est fait, quoi. Et puis on s'est plus lâché depuis. Donc ça, c'était en 2010. Ouais, c'est ça, 2010. C'était déjà en Haute-Savoie ? Non, c'était dans le sud de la France. Ouais, ok. On taira le nom aussi également. Ça, et vous avez migré ensuite Haute-Savoie ? Ouais, c'est ça. Au bout d'un moment quand même. Hein. Ouais, ça a mis un moment. On est arrivé en 2014. Moi, 2015. Moi, je suis parti à Toulouse pour le travail dans l'aéronautique. Et Pierre est venu en Haute-Savoie par sa femme. D'accord. Et puis, la vie a fait que j'ai eu le choix. Et je me suis dit, tiens, la Haute-Savoie, c'est pas si mal. Et puis, je suis jamais parti. Ouais, et puis t'es venu pour décompresser, t'es jamais reparti. Je suis jamais reparti. Toi, tu as rencontré ta femme ici, exactement. C'est ça. Okay. Ouais, donc, c'était un trouple au départ. Et... non, moi j'étais en couple déjà. non, chacun sa femme. Ok. Ouais. Et donc, vous êtes connus dans le coin. Vous êtes issus. Je crois que vous avez bossé dans le ski, c'est ça, tous les deux avant. Hein. Logique. Hein, en arrivant ici, on a travaillé quelques années dans un double shop de loc qui faisait ski l'hiver. Ok. Un peu de wood fitting. Et l'été, ils faisaient de la log vélo. Et en fait, on a pris un peu en charge la log vélo à Morzine dans ces deux magasins. D'autres personnes qu'on salue, mais on s'est occupé un peu de la partie été. Parce qu'à Morzine, dans les Portes du Soleil, pour ceux qui ça parle un peu plus, c'est quand même une activité qui est importante l'été. Donc, débuter dans le VTT, votre premier contact avec le vélo, c'était déjà le VTT. Quand vous venez ici, vous êtes dans le VTT. Ouais. Et puis, à quel moment naît cette idée de CP Bikes, justement ? Ça date, c'est bien avant d'arriver en Haute-Savoie. On s'était toujours dit, ça serait marrant qu'un jour on ait notre magasin. Et puis je pense qu'on a bien fait d'attendre parce que c'est pas quelque chose de facile et c'est bien d'avoir un peu de maturité. Donc ça fait maintenant 8 ans qu'on est ouvert. Donc moi j'avais 30, Pierre avait un tout petit peu plus. Ce qui est peu quand même, à l'échelle d'une carrière professionnelle. Exactement, hein. Mais je pense que faire ce qu'on a fait ou se lancer, c'est pas péjoratif, il y en a qui arrivent plus jeunes. Mais nous en tout cas, on n'aurait peut-être pas réussi de la même manière.
qu'on n'aurait pas fait de la même manière. Et voilà, ça nous a permis d'acquérir aussi une palette de compétences. Exactement. Parce que Cyril, il a fait de la formation en vidéo, donc ça se voit dans sa communication qu'il est à l'aise devant une caméra. Ouais, d'ailleurs, on invite les auditeurs. Vous avez une page Instagram qui marche très fort. Vous avez votre patte aussi. Oui. Il y a le fameux ça part. Le fameux ça part. Voilà. Exactement. Instagram, YouTube, qui font partie aujourd'hui de nos 2 canaux principaux de communication et qui nous amènent beaucoup de monde ou de coups de téléphone juste pour de la discussion. Et c'est cool. C'est fou. C'est vraiment cool. Ouais. Donc on revient. Donc vous vous dites, tiens, on va créer notre magasin. Donc CP Bikes au passage, Cyril, Pierre. Ouais, vous n'avez pas cherché une communication marketing hyper poussée? Non. Okay. À la base, c'était CP Film, Cyril Pierre Film, quand on a fait un petit peu de vidéo. Et donc on a transformé en CP Bike au final. Ouais. Et puis voilà, ça nous paraissait logique sans... on n'avait pas eu besoin de chercher beaucoup plus. Voilà. Et je crois que vous découvrez la marque californienne au Roc d'Azur, c'est ça? On connaît la marque avant. Pierre a roulé sur des vélos Specialized en taille beaucoup trop petite, d'ailleurs, pour son 1m90. C'était tout à fait normal à l'époque. À l'époque, c'était normal. Mais pour revenir sur le Roc d'Azur, on s'est dit, nous, on veut ouvrir un magasin de vélos. Avec qui? Avec quelle marque? Et on n'en avait qu'une en tête, c'était Specialized. Ouais. Donc, on a réussi à rencontrer... Thomas, avec qui on travaille toujours. Qui avait un bras cassé, je crois. Je ne sais plus, il avait un truc cassé. Il a toujours un truc cassé. On dit qu'il l'a toujours. Qu'on a rencontré au Roc d'Azur, dans le camion du team Gravity à l'époque déjà, donc c'était cool. Et de là, apparemment, on l'a convaincu, puisqu'on en est là aujourd'hui encore avec la marque Specialized. Donc, ça a super matché avec ce qu'on voulait faire en fait. On voulait apporter, faire un magasin de vélo, c'est sûr, mais aussi apporter beaucoup de services. Énormément de services. Et dont le boot fitting qu'on avait pu découvrir à travers cette expérience à Morzine. Et ça a matché au moment où justement Ritual explosait au sein de Specialized. Et où on commençait à faire des salles-fit. Et voilà. Et nous, quand ils nous ont dit ça, on dit c'est exactement ce qu'on veut faire, quoi. Ritual, pour bien expliquer à nos auditeurs qui ne connaîtraient pas, c'est l'étude posturale chez Specialized, qui avait été rachetée par Specialized il y a longtemps. Et on y reviendra un petit peu plus tard, mais voilà, c'est juste pour situer le business. Aujourd'hui, Bodygiometry Fit. Voilà. Donc vous étiez vraiment déjà axé sur le service. C'est ce qu'on voulait apporter sans... on ne dit pas que ce que faisaient les autres était pas bien. Non, bien sûr. Nous, on a fait un constat, on s'est dit, on ne se retrouverait pas dans un magasin. On n'a pas eu la chance de tous les visiter, mais en tout cas, ce qu'on avait la possibilité de voir. Et donc, on s'est dit, si d'autres personnes comme nous veulent plus vivre une expérience plutôt que juste un achat, c'est ça qui vraiment nous a motivés. Et on est tombé d'accord avec Thomas et Specialized là-dessus, parce qu'on avait la même vision, je pense, pour l'avenir. Ce qui fait que ça a mis le pied à l'étrier et on est parti comme ça. Quelle était malgré tout votre vision de la marque? C'est-à-dire, qu'est-ce que, maintenant que vous êtes dedans, alors moi j'ai bossé pendant quelques années, mais donc je connais un petit peu, c'est pour ça que je me permets cette remarque, mais c'est quand même assez strict. La décoration est poussée, il n'y a jamais de vélo posé par terre n'importe comment. Vous aviez déjà cette vision des personnes qui sont derrière, de la qualité qui est mise en place pour ce qu'on appelle le retail, c'est-à-dire le service magasin. Moi, je trouve que oui, c'est une marque qui m'a toujours inspiré. Où on voyait ses premiers brand stores à Fréjus, ce rouge, ce blanc, à l'époque du rouge et blanc, des choses qui restent dans mon esprit et j'ai toujours été attiré par le modèle Specialized, par la manière de communiquer sur les vélos, les athlètes, etc. C'est une question qui revient souvent dans la côté vie des strict. gens. C'est de l'extérieur, quand on ne connaît pas trop, ça peut paraître strict. Et je pense qu'il faut l'être un minimum dans tous les cas. Bien sûr. Mais au final, aujourd'hui, pour le retail, nous imposer un code couleur pour les murs, ils sont gris, je les aurais pas fait d'une autre couleur. C'est plutôt une bonne idée, quoi. Donc, au final, ça match. Vous rentrez en phase rapidement avec la marque. Voilà. Après, ils nous obligent à acheter 300 vélos par an. Enfin, ça, c'est c'est un peu le truc. Voilà. C'est le fameux mythe. Un petit message pour le fameux Thomas, c'est ça. Non, mais voilà, on match avec ça. C'est vrai que voilà, dans un magasin aujourd'hui, nous, le faux plafond noir, c'est bête. Et je me verrais pas avec un faux plafond blanc. Donc, on match. Et puis, à nous aussi un peu de les challenger sur le côté des fois un peu trop strict et à nous des fois aussi de lâcher un peu de lest et de dire ok, on vous fait confiance, vous avez quand même une expérience et un background derrière qui est plus important que le nôtre et surtout la marque voit beaucoup plus de magasins et nous on est plus dans notre
truc à nous, donc c'est important d'avoir cette vision un peu extérieure. Mais en tout cas, nous, on match là-dessus, quoi. On va revenir sur la déco de ce nouveau shop, mais avant, on continue l'histoire. Donc, Specialized colle avec vous, enfin, vous entendez, vous ouvrez ce premier magasin. Comment les débuts se passent? C'est-à-dire que vous étiez donc à Marnat, on est ici à Sionzier, c'est à peine 3 km à vol d'oiseau. Comment ça se passe? Vous vous lancez tous les deux? C'est un monde que vous découvrez. S'il y a des balbutiements ou vous vous sentez à l'aise tout de suite? Moi, j'ai pas mal travaillé en magasin de vélo avant d'arriver en Haute-Savoie, donc j'avais un peu l'expérience. Et quand on a travaillé là-haut à Morzine, Cyril aussi a touché ce côté commerce, etc. Donc je pense qu'on a été à l'aise assez rapidement. Oui. Après, c'est bizarre de se souvenir de ces journées sans personne au début. C'est un peu particulier, mais un peu de il y a bruit, des travaux. Hein. On arrivera. Pas tout à fait fini. Désolé, il y a un petit peu de bruit, mais le magasin n'est pas encore tout à fait fini. Mais oui, moi, c'est vrai que ça fait bizarre ces premières journées où tu as le téléphone qui sonne pas, tu personne qui passe la porte. Mais bon, on n'en est pas nostalgique. Ça a vite changé quand même. Ça a vite changé, ça a vite bien démarré. Je pense, en étant tout honnête, grâce à la marque aussi, parce que Specialized est un nom et les gens viennent aussi pour cette marque-là. Et aujourd'hui, ils viennent pas que pour Cyril et Pierre, il y a quand même la marque. Donc pour un début, je pense que ça nous a aidés. Combien de temps, les premiers indicateurs Alors ici, vous avez quand même un problème de saison. On est quand même proche des stations de ski. On a ouvert en pleine saison au final. On a ouvert au mois de mai. Donc, tu vois, il n'y a pas eu vraiment de temps mort. Assez immédiat. Ça a mis 1 mois, 2 mois pour se lancer. Et tout de suite, à partir de septembre, l'automne en montagne, c'est une très belle saison pour rouler. Et de mémoire, on avait eu un bel automne. On a eu de la pluie pendant 3 mois. Et donc, ça a vite démarré. Et on est resté à 2 pendant 2 ans, je crois. 2 ou 3 ans. 3 ans même. 3, 4 même. Même 3, je ne sais plus combien de temps on est resté, mais un long moment à 2. Et ça a quand même vite démarré. D'accord. La plus grosse galère que vous ayez vécue depuis tout ce temps, dans l'ancien magasin, c'est quoi? Le plus gros stress, c'est la fermeture du magasin quasiment au début à cause du Covid. Oui, d'accord. C'est notre plus gros stress. Ça fait 1 an, même pas 1 an qu'on est ouvert. Et on avait fermé quelques jours pour prendre des congés, et tout de suite, quand on ferme, on va pas se le cacher, ça se ressent sur la trésorerie, et c'est clair que quand l'annonce tombe qu'on doit tout fermer, ça a été vraiment la plus grosse galère, quoi. D'accord. Et on l'a passé parce qu'on a été très bien entouré, et au final, ça a été dur, mais on l'a passé. Et ce qui était cool, c'est qu'il y a eu l'effet boum juste après, donc Exactement. Ça a été aussi un petit accélérateur, même si vous auriez réussi sans ça. Totalement, ça a été un accélérateur pas sur tout, parce que ça n'a pas vraiment changé l'achat coup de cœur et passionné qui était déjà prévu, peut-être, mais par contre sur l'achat non réfléchi ou de dernière minute, de se dire tiens, je vais me déplacer en vélo de ville active, électrique ou pas, ou j'ai envie d'aller dans la nature avec un VTT, et on est en Haute-Savoie, donc on parle souvent de VTT électrique quand même, de par le dénivelé. Je pense que oui, ça a mis quand même un coup de boost. Ça a mis un coup de boost pour beaucoup de magasins. Il y en a qui sont plus là aujourd'hui parce qu'il y a eu des opportunistes comme dans tous les domaines. Mais je pense que pour certains magasins, le coup dur a été un peu compensé par les quelques mois ou années qui ont suivi derrière. Donc vous faites 7 ans et demi là-bas à Marnat. 8 ans. 8 ans pile. Okay. Ouais. 8 ans. L'idée vous trottait déjà depuis quelques années d'agrandir. Comment ça s'est passé? 2-3 ans. Ouais, 3 ans. On va dire 3 ans. Agrandir, alors on se doute qu'il y a un besoin de logistique, mais évidemment. Ici le shop a été multiplié par quoi? Par 3. Ouais. C'est un risque financier, c'est un engagement, c'est en fait un nouveau challenge pour vous. Est-ce que ça, c'était... vous avez hésité ou vous avez encore une fois foncé? Non, on n'a pas hésité. Non. On n'a pas hésité parce que ça devenait vital pour nous, mais pour les clients aussi. D'avoir, quand il y a de l'activité au magasin, de se marcher un petit peu dessus, de ne pas avoir, pour certaines personnes, un petit peu d'intimité, entre guillemets. Oui. On parle quand même des fois de certaines sommes qui sont importantes, et on peut comprendre que certaines personnes veulent un peu plus d'intimité pour en discuter, mais surtout pour être à l'aise et proposer... On s'est toujours senti un peu frustré dans notre ancien magasin, notamment par rapport au retail et au merchandising. On a toujours trouvé
des solutions pour mettre en avant les vélos ou les produits, mais on a changé la configuration du magasin, je pense, 150 fois. Les solutions étaient toujours au détriment de quelque chose. Voilà. D'accord. Et on voulait faire un compromis. On voulait un vrai espace communautaire comme on a aujourd'hui, avec un canapé, une machine à café, une télé, pour pouvoir regarder des événements et pouvoir discuter tranquillement, et en ayant en même temps Romain qui parle d'un tarmac ou d'un Roubaix dans le corner route, et Pierre qui fait l'étude posturale ailleurs ou qui est à la caisse de l'atelier. Donc Romain, pour spécifier, est un des Romain qui travaille avec nous depuis Okay. quelques années maintenant, qui est notre gassure, comme on dit dans le milieu, et donc voilà, qui vous accueille si vous venez au magasin. Généralement, c'est lui qui vous accueille en premier parce qu'on est souvent occupé avec Pierre. Et deux choses, c'est que on a mis 3 ans à mûrir notre projet, et du coup, la décision ne fait pas peur parce qu'on fait toujours comme ça. On essaye de vraiment de foncer. On réfléchit énormément, D'accord. on discute beaucoup. Et au bout d'un moment, ça prend forme. Et puis là, ça part, c'est un rouleau compresseur. En Ça fait, on devient n'a pas naturel vraiment au final. la sensation de mettre l'accélérateur, tu vois. Et la deuxième chose, c'est, je trouve que ce qu'on a fait ici, au final, c'est un CP bike. Parce que c'est plus grand, mais il n'y a pas plus de vélos et il y a de l'espace. Et ce que les gens disent aussi. Ouais. Ils disent, on retrouve l'ambiance. C'était Donc je pense important qu'on a pour nous. réussi là-dessus à faire le transfert, mais sans perdre l'âme, tu vois. Donc, juste pour expliquer à nos auditeurs, désormais un magasin 3 fois plus grand, ça représente à peu près combien en superficie? On a 400 mètres carrés qui 400 sont mètres carrés. dédiés aux consommateurs. D'accord. Et on a une partie après de stockage privé. Donc on triple presque la surface par rapport à avant. D'accord. Donc j'invite les pratiquants bien évidemment à venir vous Évidemment. découvrir ici. On est au pied du col de la Colombière, col Exactement. mythique. Alors pour celles et ceux qui nous écoutent, je vous invite à venir nous voir. Vous le verrez un petit peu. On le voit derrière Pierre, un magasin très vaste, super lumineux. Ça c'est super important aussi. Ouais. Les vélos, comme tu l'as dit Pierre, il y a le même nombre de vélos, mais c'est lighté. Un petit coin social où on peut regarder la télé, boire le café. Salle de fit, bien évidemment. On va y Grande salle revenir de après. Grande salle de fit. Vous avez une salle un petit peu dédiée au podcast. à la Exactement, on livraison a de une vélos. salle pour enregistrer nos podcasts, également qui sert pour la livraison des vélos. Lorsque vous achetez un vélo chez nous, vous avez quand même 1 heure, 1 heure et demie de livraison, en dehors de l'étude posturale, hein, mais dans une pièce dédiée où on est au calme pour discuter et vous expliquer le vélo, qui nous sert aussi aujourd'hui à installer les protections sur les cadres, les protections, les films transparents. Voilà, c'est une petite pièce dédiée à ça. Et on a aussi toute une partie textile dédiée au textile. On a vraiment, c'est quelque chose qui est important chez nous. Comme on le dit, c'est le style avant la vitesse. Parce que non, on n'est pas rapide, mais on aime bien s'habiller. On trouve ça important pour l'expérience. Puis ce qui est bien, c'est qu'elle est un petit peu renfoncée, Oui, qui exactement. permet d'être un peu dévêtue. Clairement sans être voulu. visible, quoi. Ok. D'avoir cet effet cosy où je peux un peu me lâcher, où j'ai pas forcément l'œil des autres. J'ai pas l'impression d'essayer un maillot en plein milieu du magasin Voilà, quand il y a 10 et personnes. quand je vais prendre mon L, alors que bon, je voudrais bien être en M, tu vois, c'est super important, je trouve, d'avoir ce côté un peu intimiste. Et un atelier, pareil, un vrai espace dédié à l'atelier désormais. Ça, Oui. c'est important. On a fait en 2 parties. En 2 parties, Je vais avec une laisser zone Pierre expliquer, d'accueil. parce que c'est Pierre qui- Ouais, avec la c'est zone parti. d'accueil qui est vraiment, du coup, on la travaille depuis 1 mois. Ça change complètement les choses d'avoir ce petit sas où on peut faire le diagnostic, où on va faire les Et on, petits ajustements, on autorise en etc. fait au final le client À venir. accéder à cette Voilà. zone-là, C'est ça. parce que pour faire un diagnostic sur le vélo et expliquer, Pour lui montrer les choses, etc. C'est super et en important. gardant la partie. Et après, il y a le dur. Après, derrière, il y a vraiment la partie atelier où là, les gars, ils vont y aller. Ça va travailler correctement. Et l'avantage aussi, c'est que il y a moins d'interaction du fait d'avoir cette séparation. Ils sont moins Et dérangés. ils sont moins dérangés. Et ça, pour travailler sur un vélo, c'est Plus super simple. intéressant. D'accord, ok. Alors moi, je le sais, vous le direz pas, mais je sais que vous chouchoutez vos clients. Enfin, vous êtes de vrais nounous. En général, les gens vous adorent pour ça. Est-ce que vous avez prévu du communautaire? Alors, ces derniers temps, vous avez été débordés parce que migrer d'un magasin à l'autre, ça c'est pas en un claquement de doigts. C'est pas évident. Mais est-ce que vous avez prévu d'utiliser du communautarisme dans l'avenir, d'être un peu, de préparer des choses avec ce pied au pied de la Colombière? Je suis persuadé que vous avez des idées C'est qui pour ça germent. que Cyril, Alors on a une équipe un peu d'ambassadeurs du magasin, mais qui est aussi qui est ils sont tous ambassadeurs pour Specialized France au final. Ils pratiquent tous un peu tous les vélos. Il y en a beaucoup, c'est leur métier. Ils sont moniteurs et ou guides. Et on a aussi Estelle Charles qui nous a rejoint il y a pas très longtemps pour la présenter rapidement. Elle est juste championne du monde e-bike avec Specialized. C'est une athlète pro.
Et du coup, on est très fiers de l'avoir en tant qu'ambassadrice parce que le futur va nous permettre, avec elle, de préparer des sorties au départ du magasin le samedi, uniquement pour les filles, mais aussi mixte parce qu'on trouve ça intéressant de partager. On fait quand même le même sport, donc c'est cool aussi de partager. Et c'est une des raisons aussi de ce déménagement, c'est que là-bas on se sentait freiné pour la partie communautaire, d'accueillir du monde au départ du magasin, de payer un café, on se marchait déjà sur les pieds. Là, on a la place maintenant avec ce bel espace. Et le but dans tout ça, quand même, c'est de faire un petit peu du vélo, quoi. Donc oui, on est au pied de la Colombière. Alors, les sorties communautaires avec le col de la Colombière, c'est pas tous les jours parce que, voilà, il faut travailler après. Mais on est aussi au pied des montagnes. Et donc, pour les sorties VTT, c'est top. Donc, clairement, si aujourd'hui, avec l'outil qu'on a et l'emplacement qu'on a, on n'arrive pas à faire ça... Aujourd'hui, alors moi je ne sais pas si vous avez si vous avez déjà fait l'inauguration, vous allez me le dire ou pas, mais vous avez déjà un petit retour de vos clients principaux. Alors ils sont nombreux, mais comment vos clients ont accueilli ça? C'est-à-dire que c'est devenu un peu plus quotidien de venir se balader finalement au magasin pour découvrir les modèles ou peut-être le changement de déco, les choses comme ça. Comment ça se passe? Vous avez senti comment le retour des clients vis-à-vis de cette transition? Je trouve qu'il y en a eu un constat très naturel des gens qui ont tout de suite pris leur marque, qui ont tout de suite compris ce qu'on avait fait. Et c'est vrai que ça balade plus quand même. Hein. Oui, ça balade un petit peu plus. C'est un peu plus d'aisance, on va dire, à la présence en magasin, à être là, à regarder des trucs, à se poser, se faire un café. Il n'y a pas forcément une conversion, quoi. C'est la balade aussi du week-end. C'est un petit peu... L'excuse est encore plus facile à trouver. Ouais, c'est ça, l'excuse est plus facile. Parce que je sais que même si on est occupé et qu'il y a du monde, je vais pouvoir patienter, boire un café, regarder ce qu'il y a à la télé, etc. Donc ça, c'est cool. Et puis, il y a d'autres commerces aux alentours qui sont un petit peu dans le même esprit. On a un magasin de moto juste à côté qui est vraiment atypique et on a beaucoup de clients en commun. Donc, en gros, si le samedi, ils vont chez lui, ils vont passer chez là, nous, inversement. Donc ça, c'est plutôt cool. Et les gens l'ont très bien accueilli. Encore une fois, pour revenir sur ce qu'a dit Pierre tout à l'heure, c'est que je pense qu'on a réussi à faire CP Bike 2.0 et à pas totalement transformer. Ouais, c'est ça. On a gardé l'âme. Voilà. Et il y a un côté historique qui est très important pour la vallée. Il y a beaucoup de personnes et de nos clients qui connaissaient ce bâtiment avant, dans sa vie précédente. C'était une usine de décolletage, c'est de l'usinage de pièces. Et donc, il y en a beaucoup qui sont intéressés de venir voir la transformation. Donc, c'est ça qui est plutôt cool. Et impressionné, du coup, après, en arrivant à dire « Comment vous avez fait ?» Il y a eu du chemin, par contre. Il y a eu 2, 3... Vous avez des retours clients qui vous ont marqué avec l'ouverture de ce magasin ou pas encore? Moi, j'ai Bruno qui est venu me voir et qui m'a dit « Ouais, je suis super fier de vous », presque comme un papa. Et ça m'a touché. Je me suis dit « Putain, c'est fou quand même ce qu'on arrive à faire en étant là et en vendant des vélos. » C'est cool. Le relationnel est ultra important. L'humain est ultra important. Et nous, c'est pour ça qu'on fait ça. Bien sûr, on est un magasin, on est une entreprise. On a des salariés, il faut que ça tourne, c'est la réalité. Mais on ne le fait pas sans l'humain, voilà, clairement. Parmi les choses à venir voir, enfin les vélos à venir découvrir, il y a l'événement du moment qui est le Specialized Tarmac SL9. Alors vous êtes, on va en parler justement, vous êtes des aficionados du Roubaix, mais on en parlera un petit peu après. La grosse nouveauté qui fait parler, qui avait leaké sur Internet depuis belle lurette, c'est ce nouveau Tarmac SL9. Quand est-ce que vous l'avez découvert? Parce que je sais que les magasins le découvrent souvent un petit peu avant les pratiquants. On a la question, en magasin, on a la question, je pense, depuis la sortie du SL8 déjà, quand est-ce qu'il va sortir le SL9? Alors nous, on aime bien rigoler avec ça. On en joue et on dit, le SL9 c'est cool, mais le SL10 quand même, c'est quand même pas mal. Voilà, il y a toujours quelque chose qui va arriver. On l'a découvert il n'y a pas très très longtemps. La petite histoire, c'est que on aurait, comme d'habitude, dû aller chez Specialized France à Valence pour découvre le vélo et avoir le brief technique avec les gens de chez Specialized. On n'a pas pu parce que ça tombait pile poil dans la période d'aménagement.
Et se rajouter un aller-retour, même si c'est pas très loin, ça aurait été très très complexe. Mais le jour de l'inauguration, comme il y a une partie de l'équipe de Specialized France qui est venue au magasin, ils ont sorti du camion dans un petit garage miteux au fond. C'est assez atypique. C'est vrai, ouais. C'est le Tarmac SL9, c'est le vélo iconique chez Specialized, et on l'a découvert en vrai. Je parle pas des leaks sur Internet. Il y avait une couverture sur le vélo, tu sais, une couverture vraiment pourrie. Et genre, ils ont sorti ça en mode, mode espion. Il y a personne qui a rien vu. Hop, on le passe. Et là, waouh, découverte. Et c'est ça. Je pense que ça a participé aussi à ce qu'on a ressenti en découvrant ce vélo. Et on avait vu bien sûr des photos leakées sur Internet. Et on l'a répété dans notre communication. Clairement, quand tu le vois en vrai, c'est autre chose. Voilà, les photos c'est bien, mais il faut venir les découvrir en magasin ou dans le magasin qui est à côté de chez vous, parce qu'en vrai, ça procure toujours quelque chose. Et de toute façon, moi, n'importe quel vélo qui sort, il me procure quelque chose. Donc, toujours envie de l'acheter. Mais le Tarmac SL9, quand même, voilà, c'est la petite histoire de notre découverte. Alors, pour celles et ceux qui n'auraient pas encore lu ou qui n'étaient pas sur cette planète vélo depuis quelque temps, je voudrais juste qu'on fasse un petit point ensemble des évolutions, de ce qui change concrètement, c'est-à-dire techniquement, sans parler roulage, on est bien d'accord, de ce qui a évolué. Donc déjà, la première des choses, il y a un gain aérodynamique annoncé de 4 watts. Alors, je tiens juste à préciser une chose quand même à nos auditeurs, c'est qu'aujourd'hui, il y a des marques type Factor, qui font des effets d'annonce. On a gagné 18 watts, 24 watts, j'exagère volontairement, mais souvent, c'est pas concis, c'est-à-dire que les études qui sont derrière, on ne sait pas si elles sont vraies, fausses. Il y a juste des magazines allemands qui ont fait quand même des petites choses assez pointues, qui les ont comparées, mais ok, c'est 18 watts, mais par rapport à quoi? Il faut juste savoir une chose, c'est que moi, pour avoir la chance de côtoyer les ingénieurs qui travaillent pour SPE ou pour d'autres, gagner 4 watts sur un vélo déjà optimisé à bloc, c'est énorme. C'est énorme. D'accord. Marketingement, c'est toujours un peu moins bien que d'annoncer 18 Bien watts, sûr. mais 4 watts, c'est énorme. Ça représente quasiment un changement de casque. On avait mesuré avec Léo cet hiver, entre un IVAD et un Préveil, on avait mesuré sur Léo à peu près 13 watts à 45 km/h. Donc, aller gagner 4 watts sur un cadre qui est déjà super aéro. Qui est déjà super optimisé. Super énorme. Exactement. Okay. Donc ça, c'est pour justifier. Et ça, c'est dû en partie à des évolutions concrètes. Je ne sais pas qui peut nous en parler de Cyril. Donc déjà, il y a la partie avant avec ce fameux la partie sniffer. Avant, exactement. Quand le SL8 est sorti, c'est vrai que ça a un petit peu choqué, ce nez un peu prolongé qui est assez atypique au final. Maintenant, on s'y est habitué. Et sur le SL9, il a encore évolué, il est encore un petit peu plus fin. Et on a surtout un gros changement au niveau de la fourche. C'est la fourche et la jonction fourche, tube de... Le tube diagonal et la douille de direction. Quand on a les deux côte à côte, on voit vraiment la différence. Donc ça, c'est le premier gain. On a la deuxième partie, c'est la tige de selle qui est affinée sous la selle, d'ailleurs qui est compatible avec les Tarmac SL8, parce que c'est la même base. Et on a je crois que ça s'appelle le fin, c'est ça, le fin foil, je ne sais plus comment ça s'appelle. Je reprends le mes terme petites exact. Normes, bouge pas. Le Windfin. Le Windfin, qui est au niveau du tube de selle, qui est beaucoup plus arrondi, qui vient épouser la forme de la roue, qui est... je trouve très joli esthétiquement. Ça, on revient un petit peu sur des choses qu'on avait connues avec des Venge ou des choses comme ça. C'est un Tarmac SL8 qui est redevenu un petit peu Venge au final, je trouve, mais sans être trop dans l'extrême du vélo trop aéro, qui parfois on aime ou on n'aime pas. Moi personnellement, je trouve ça fait un peu, même s'ils sont pas lourds quand on les pèse, je trouve que visuellement ils peuvent faire un peu massif, un peu raide, etc. Et je trouve que c'est un équilibre qui est assez sympa. Ce Tarmac SL9, il est dans la digne succession des séries d'avant, c'est-à-dire qu'il sait tout faire. C'est un vélo que tout le monde peut avoir, c'est-à-dire qu'il a été conçu pour ça, aussi bien Remco, bien évidemment, à Demi, qui sont les champions, mais qui peut aussi aller à des gens comme nous pour le plaisir. C'est ça l'objectif, c'est-à-dire qu'il n'est vraiment pas axé comme un Colnago Y1 RS ou un Cervelo S5 sur de la compétition pure, des vélos difficiles à emmener. Sa polyvalence en fait un des choix quand même pour vos pratiquants. Oui. C'est la grande force de SPE. Moi, je trouve ça, c'est d'arriver à faire un vélo qui est hyper optimisé, qui a vraiment un bijou de technologie. Tu montes dessus, tu roules, tu as une sensation, même avec un petit niveau, qui est folle. Ouais. Et tu l'entends pas, ça.
on l'entend jamais. On le retrouve chez un peu tous les vélos de la gamme. C'est ça. Mais le tarmac, c'est plus impressionnant. Quoi. Exactement. C'est des vélos qui sont prêts à aller faire une course de haut niveau. Ouais, c'est ça. Et en même temps, quand tu roules toi avec dessus ta petite sortie du dimanche, tu arrives quand même à prendre du plaisir. Alors bien sûr, il y a des vélos plus faciles à la gamme, mais le choix esthétique et le plaisir de l'objet fait partie aussi intégrante de ta décision d'achat. Moi, je sais que c'est super important de me dire je vais aller rouler avec mon vélo, me plaît. Je passe une meilleure sortie. Alors pour ceux qui sont vraiment dans la perf, c'est peut-être en second choix, mais on a tous un petit peu quand même ça en tête, d'avoir un vélo, un produit esthétiquement qui nous plaît, quoi. C'est vrai qu'il est magnifique. Enfin, moi, je trouve, personnellement, je vais être tout à fait honnête, quand j'ai découvert le SL8, j'étais un peu déçu de l'arrière, que je trouvais très fin et qui me paraissait pas tarmac. Très proche de l'Aetos. Voilà, avec ses tubes tirés de l'Aetos. Et là, on retrouve vraiment l'essence tarmac avec un vélo qui est homogène, en gardant la facilité prise en main. T'as limite envie, toi, sur ton pont d'autoroute, de jeter ton deuxième bidon pour profiter de l'aéro, quoi. mais franchement, le vélo, là, pour moi, c'est une vraie réussite. Et quand tu montes dessus et que tu roules avec, là, tu vas avoir tout de suite une sensation d'aisance. Et ça, c'est fort quand même. Voilà. Un pratiquant SL8 qui hésiterait à passer sur le SL9, tu lui dirais quoi? Enfin, vous lui diriez quoi? Ouais, il n'y a pas vraiment, je trouve, d'hésitation à part la barrière financière en général. Les gens qui sont déjà sur ce type de machine, ils aiment évoluer, ils aiment y aller. Donc c'est plus de l'accompagnement, c'est plus expliquer qu'est-ce que ça va lui apporter, mais surtout le faire rêver, quoi. C'est notre manière, nous, de faire. Hein. Généralement, quelqu'un qui possède un tarmac SL8 et qui envisage de passer sur la SL9, le chemin, il a déjà fait lui-même. Ouais, c'est ça, c'est souvent déjà fait. Ouais. Et donc, nous, après, on a toujours été au magasin dans le conseil, on est les premiers à dire c'est pas indispensable. Il y a plein de choses qui sont pas indispensables. On n'en a pas besoin, techniquement parlant. Par contre, si tu as envie de le faire et que tu peux le faire, fonce. Et que c'est assumé, clairement, vas-y, quoi. Clairement. Alors, transition toute trouvée. Parce que vous êtes justement un des shops que je connais qui est capable de dire si moi je peux te conseiller à votre pratiquant, vu ta pratique, je te conseille un Aetos ou plutôt un Roubaix. C'est d'ailleurs comme ça qu'on aborde les gens en général. On leur dit explique-moi, c'est quoi ta sortie préférée? Et au final, quand le gars va te dire, moi, ma sortie préférée, c'est je pars de là, je fais la Colombière, je fais 3 cols, et je rentre et je suis content, il te faut un Aetos, tu vois. Et en fait, l'expérience pour moi est plus importante au final dans le conseil. C'est aller chercher ce qu'a besoin la personne. Et 95% du temps, il ne faut pas un tarmac. Pourtant, on vend beaucoup de tarmac. Mais parce que, comme disait Cyril, il y a ce côté, t'assumes, c'est un objet magnifique, tu veux le rouler, vas-y, fais-toi plaisir. Mais en fait, on devrait tous rouler en Roubaix. Justement, vous êtes un des shops qui pousse beaucoup le Roubaix, non pas par raison marketing, mais surtout justement parce que c'est le choix de la raison. Vous-même, c'est peut-être le vélo que vous appréciez le plus. C'est une sensation particulière en Roubaix. Hein. C'est un hydroglisseur, nous on dit. Mais... L'histoire, c'est qu'on a toujours été fan de Paris-Roubaix. On a fait 2 fois la cyclo. Bon, il y en a qui l'ont fait beaucoup plus que nous, mais on l'a fait 2 fois. On l'a fait la première fois avec un Tarmac SL7 et un Ethos. Ouais. Et la deuxième fois avec un Roubaix et un Diverge STR. C'est marrant, mais la deuxième fois était beaucoup plus agréable. Bizarrement. Bien plus agréable. Mais le Roubaix, il apporte une sensation de confort immédiate et aussi dans la durée. À la fin d'une sortie, quand on doit se taper 15 bornes, une petite route mal goudronnée et qu'on a mal déjà un peu partout, je trouve que le Roubaix, il t'aide, en fait, au final. Moi, je trouve qu'esthétiquement, il est très réussi. Et quand on a eu l'occasion de l'essayer à la sortie, le Roubaix SL8, on l'a essayé à Gironne, où on a fait même un petit peu de gravel avec. On a trouvé ça génial. Alors, c'était les prémices du all road, qui était un bien grand mot aujourd'hui, mais c'était ça. Ce qu'on aime bien, pour revenir sur la facilité entre guillemets d'un Tarmac SL9, c'est qu'aujourd'hui, le vélo, on le construit un petit peu aussi comme on veut. Est-ce qu'on va mettre des roues béton et des pneus fins et un cintre béton et une guido sans gel, ou est-ce qu'on va mettre des
des roues beaucoup plus larges en interne, avec des pneus plus larges en tubeless pour baisser les pressions et avoir quelque chose de plus feutré en comportement. Alors c'est sûr, on ne transforme pas un Tarmac SL9 en Roubaix, mais on a l'Ethos qui est au milieu, entre les deux. Et après, c'est vraiment en fonction de la pratique de la personne et aussi de ses affinités visuelles. Il n'y a pas de mauvais choix, j'ai envie de dire. Alors c'est sûr que quelqu'un qui fait que d'école en se mettant à 100%, c'est peut-être pas un Roubaix qui lui faut avec des pneus en 35. Bien sûr. Mais voilà, on essaye de prendre un petit peu toutes les infos en décomplexant la personne, en lui disant, écoute, moi je te le dis, c'est un Ethos qu'il te faut, mais je peux comprendre que tu apprécies le visuel du Tarmac. Alors, on a la chance aujourd'hui avec la Ethos 2 qui est totalement intégrée. On a réussi à regagner un petit peu d'écart esthétique aussi, avec ça. Et le jour où on aura un Roubaix avec la câblerie intégrée, on vendra encore plus de Roubaix. Un vélo adapté aux pratiquants. Pierre, toi, c'est un sujet que tu traites depuis très longtemps avec l'étude posturale Retool. Tu avais déjà une salle dans l'ancien magasin. Tu en as une désormais. Comment t'en es venu à prendre conscience de ça? Parce que alors, tu disais, tu étais déjà dans le boot fitting, donc voilà, c'est ça. Ça a été un peu la prémisse du truc. Quand j'ai compris en fait que tu pouvais être bien dans des chaussures de ski, déjà c'est un chemin mental assez perturbant. Je me suis dit, mais en fait, on a trop raison de faire ça. On adapte les produits aux gens en fait. Et jusqu'à maintenant, enfin jusqu'à il y a quelques années encore. Tu montais sur un vélo, tu avais mal aux fesses, c'était normal, quoi. Non, c'est pas normal. Voilà. Donc, il y a tout ce chemin psychologique de se dire, on veut apporter le service. Et puis, ça match avec ce que propose Specialized. Donc, on part sur une formation. C'est super cool. Je trouve ça vraiment un bon système, en fait, qui s'occupe d'abord de respecter le corps de la personne et ses particularités. Et en fait, ok, tu pédales comme ça, tu pédales comme ça. On va juste tout ajuster pour que tu pédales comme ça, mais de la manière la plus naturelle possible. Et au final, tu es bien sur ton vélo, tu te sens bien, tu enchaînes les kilomètres, tu es plus performant parce que tu te sens bien sur ton vélo. Et au final, c'est un peu le contre-pied de l'ancienne méthode qui disait on va te faire gagner de la perf. Bon, tu auras un peu mal, c'est pas grave. Hein, tu vois. Donc, tu agis sur 3 points de contact, les mains, les pieds et la selle. Ça veut dire qu'aujourd'hui, tu peux changer une largeur de cintre, un stack, un reach, toutes ces choses-là. Donc, tu adaptes vraiment le vélo à la morphologie. Homme ou femme. Ça, c'est super important aussi. Et c'est important que tu dises qu'on passe par ces 3 points de contact. La selle, c'est le plus important. C'est vraiment la fondation de la position. J'aime bien dire qu'une position, c'est un château de cartes. En gros, tu la construis et tu arrives à la fin et c'est bon, ça tient. C'est juste le truc parfait. Et la selle, c'est le premier truc. Donc, on a, depuis qu'on a ouvert le magasin, mis en place un système de test de selle qui est accessible à tout le monde sans rendez-vous. Tu viens avec ton vélo, ton cuissard, tu t'assieds sur une plaque, ça mesure l'espace entre des ions. Et en fonction, après, on va te conseiller une largeur de selle et une forme de selle adaptée. Et la personne peut aller tester sa selle. Et on a eu un succès incroyable avec ça. Tellement il y a des gens qui appellent, ils disent c'est vous qui faites des selles sur mesure? Mais non, on analyse le truc, mais tu vois, c'est d'aller très loin. Il y a eu un bouche à oreille de fou. Donc la selle d'abord, puis après, effectivement, ça passe par tous les réglages du vélo pour être le mieux placé possible dessus. Et je reviens encore un petit poil sur le Roubaix une dernière fois, c'est que la géométrie en fait est très importante d'un vélo. Souvent les gens vont s'orienter sur un vélo agressif alors qu'ils n'ont pas les capacités de tenir une position agressive. D'accord, quand tu dis les capacités morphologiques. Tout simplement physique, de souplesse, etc. Et donc, c'est super important d'avoir, je pense, le bon conseil vélo par rapport à la personne et après, aller faire ton body geometry fit. Ce qui est super important aussi de rappeler, c'est qu'il vaut mieux acheter un vélo un peu moins cher et mettre de l'argent dans l'étude posturale. Et dans du matériel, chaussures, voilà. C'est super important. Ce qui est surtout super important, c'est que le fit, c'est pas que pour les gens qui font de la compétition. Pas du tout. C'est vraiment pour monsieur et madame tout le monde. Pour tout le monde. Pour ne pas avoir mal, quoi. Pour être bien sur ton vélo. Nous, on n'accepte pas qu'une personne, elle sorte du magasin et elle soit pas bien sur son vélo. Et c'est d'ailleurs un peu un piège aussi pour nous, parce que, si tu veux, on va vendre de la même manière un aller à 1000 balles, à 1000 euros, qu'un tarmac, je vais exagérer, mais que le tarmac S-Works à 14 000 euros.
Et en fait, tout le service qui tourne autour, il est le même. Et des fois, on ne sait pas faire autrement. Donc, c'est compliqué de volontairement se boycotter, de se dire allez, le vélo coûte tant, je vais faire moins. Non. Je vais faire quelques réglages, mais on ne va pas pousser plus. On sait que la personne va avoir une mauvaise expérience potentiellement ou pas, mais lors des premières sorties, pour après derrière revendre une prestation de positionnement. Donc nous on s'est dit, on assume, on positionne correctement. Alors attention, on fait pas l'étude posturale complète avec des capteurs, etc. Mais on a ce qu'on appelle la mise en position chez nous, chez CP Bike, qui est avec tous les vélos que vous achetez. Vous sortez du magasin, le vélo est réglé entre guillemets statique, il y a un peu de dynamique sur l'home trainer, mais en statique par rapport à vous. Et notre contrat de service qui va avec les vélos, c'est que l'ajustement de la position, c'est à vie, entre guillemets. Alors, c'est sûr qu'on ne va pas vous modifier votre longueur de potence tous les samedis matins, mais en fonction de votre pratique, en fonction de vos premières sorties, et vous allez, quelqu'un qui débute le vélo, dans 4 mois, il aura peut-être des problématiques qu'il n'avait pas aujourd'hui. Donc, changer la hauteur du cintre ou peut-être changer la selle, parce que finalement, c'est pas celle-là qui convenait. Nous, on a décidé de le prendre en charge parce que, encore une fois, on n'accepte pas que quelqu'un ait vraiment mal, j'entends, parce qu'on a tous un petit peu mal quand même des fois à certains endroits en fonction des sorties qu'on fait ou de la forme dans laquelle on est. Mais que quelqu'un se dise, je veux faire du vélo, mais à chaque fois que j'y vais, c'est un supplice, c'est pas normal. Et ce qui est important de préciser aussi, c'est que même quelqu'un qui n'est pas pratiquant Specialized peut venir vous trouver avec sa monture. Bien sûr. Il y a des solutions, même des choses achetées sur Internet, des choses comme ça. Oui. Vous trouvez on accepte tous les vélos. Ok, c'est important parce que les systèmes propriétaires, il y a des marques qui ont des diamètres, il y a des petites spécificités. Mais là, vous arrivez toujours à trouver des solutions. Toujours à trouver la une plupart solution, du temps. la plupart du temps. Et on parle bien de vélos, tout ce qui est Oui. des vélos, des vrais vélos, quoi. Oui. Donc, faites pas venir des trottinettes. Il y a de l'ironie. Non, il n'y a pas de souci là-dessus. N'importe quel vélo est le bienvenu dans le magasin. Ouais. Si je suis pratiquant, que je pousse la porte de CP Bike Sionzier, si je veux changer de vélo, par quelle réflexion, ou du moins par quelle dynamique je dois commencer ? Comment vous prenez en charge le pratiquant, comment vous le prenez en main et comment vous l'orientez ? Je parle on va rester sur de la route, parce qu'on a parlé Roubaix, Aethos et Tarmac. Sur cette démarche-là, vous avez quoi ? Quelqu'un qui veut rouler, qui vous dit, moi j'habite Sionzier, je veux gravir la Colombière, comment je dois commencer ? Il y a la première question, c'est savoir si la personne a déjà un petit peu pratiqué du vélo, si elle pratique, ou si c'est un renouvellement de matériel, ou si c'est vraiment comme on a beaucoup ici dans la région, c'est le passage du trail au vélo, souvent suite à une blessure ou pour balancer un petit peu les pratiques. Donc il y a ça qui rentre en jeu. Il y a aussi la question du budget, parce qu'entre un modèle aluminium allé entre 1005 et 2000 euros et les premiers modèles carbone ou les vitesses électriques, etc., il y a quand même une histoire de budget. On ne va pas conseiller le même vélo si on a un budget aux alentours de 6-7 000 euros ou si c'est 3 000 euros. Et puis après, comme on en discutait tout à l'heure, ça va être quoi ta sortie ? Est-ce que tu roules avec d'autres personnes ? Est-ce que peut-être qu'on les connaît ? Qu'est-ce que vous faites ? Vous faites que du plat ? Est-ce que vous avez peut-être envie de faire du triathlon ? Ou ils nous en parlent des fois d'eux-mêmes. Donc forcément, on ne va pas conseiller le même vélo. Après, par rapport au niveau de gamme, tu en as parlé tout à l'heure, mais nous, on préfère acheter un vélo inférieur, parce qu'avoir un groupe supérieur de transmission qui fait gagner un petit peu de poids, par rapport à avoir les bonnes chaussures ou le bon casque, le bon cuissard, en termes d'expérience, ça ne change pas grand-chose, ce groupe qui est un petit peu plus léger. Comme on dit, si on peut tout avoir, c'est le top. Mais il faut prioriser l'expérience, et il y a le vélo et il y a aussi l'équipement, donc on essaie de respecter le budget, toujours en prenant en compte cette petite marge de besoin qu'a la personne sur de l'équipement. C'est super important, l'équipement. C'est plus de 50% de la sensation quand tu roules, quoi. Si ça change l'expérience. Un bon cuissard, des bonnes chaussures, tu te sens bien dans tes habits. Ne serait-ce que parler on est en Haute-Savoie, et l'hiver, il y a de la neige, ça change tout, continue à rouler. Et avoir la bonne veste, les bons gants et le bon cuissard hiver, ça change tout. Même si tu as le meilleur vélo du monde, si tu n'as pas l'équipement qui va avec. Donc voilà, on essaie de respecter ça et de trouver la bonne solution. Et après, il faut savoir aussi accepter les choix du client qui ne voudront absolument pas acheter autre chose qu'un Tarmac. Et nous, on est assez francs là-dessus. On dit, OK, écoute, je te le dis, c'est pas un Tarmac qu'il te faut. Mais je te comprends, il est beau, mais c'est pas un Tarmac qu'il te faut. Et il faut que tu assumes derrière. Voilà. Il y a
encore quelques primo-accédants qui préfèrent aller dans les magasins Decathlon, alors que vous allez pouvoir apporter des solutions à des budgets contenus. Qu'est-ce qui peut encourager le client à venir vous trouver? Je pense que c'est sur le conseil et sur le service, principalement. C'est sur le service, bien sûr. Après, ces magasins font très bien le boulot aussi. C'est-à-dire que moi, je commence un nouveau sport, je vais chez Decat. Je vais voir, je vais m'acheter du petit matos, histoire d'avoir un premier contact. Je ne sais pas si ça va me plaire, etc. Donc, il lui faut ces magasins. Et comme on a toujours dit, nous, on ne voulait pas créer un magasin et prendre la place de ces gros faiseurs parce que ce n'est pas notre métier. Voilà, on ne fait pas la même chose. Après, oui, effectivement, ce qui va différencier, c'est clairement le service. C'est là où on va avoir une grosse valeur ajoutée. Ce n'est pas sur le prix, c'est sur le service. Mais aujourd'hui, un magasin de vélo réel, pas Alltrix, c'est pas péjoratif, mais pour se différencier, il faut apporter quelque chose. Et ce que tu peux apporter, c'est du service humain, quoi. Il n'y a que ça qui existe. À l'opposé, quand on est revendeur Specialized, on a une clientèle d'aficionados, de fans de la marque, qui connaissent quelquefois mieux les spécifications techniques que vous, parce qu'ils ont épluché sur Internet toutes ces choses-là. Est-ce que pour vous, ça aide ou ça a complexifié? C'est-à-dire que l'information des ambassadeurs, l'information des blogs, des sites Internet, de la presse, toutes ces choses-là, aujourd'hui, on a accès, on peut même voir le vélo en détail, avoir plein d'infos, que ce soit sur les sites anglais, francophones. Est-ce que ça vous a complexifié la tâche vis-à-vis des aficionados ou ça vous a simplifié? Ça dépend. Ça dépend. Je n'ai pas l'impression. On peut avoir des personnes qui sont arrêtées sur des idées. J'ai lu, j'ai entendu, on m'a dit que les roues comme ça, c'était pas bon. Alors que c'est faux, potentiellement. Nous, notre avantage, je pense, et notre force, c'est qu'on roule tout. Tout ce qui est dans le magasin, c'est pas dans le magasin parce que ça se vend bien. C'est dans le magasin parce qu'on y croit, parce qu'on l'a roulé. Alors, c'est pas tout à 100%. Il y a des produits qu'on n'a pas besoin de rouler, entre guillemets. Et des fois, il y a même des vélos qu'on n'a pas roulés, mais on s'appuie sur l'expérience de nos ambassadeurs, en qui on fait confiance, ou des personnes de la marque qui ont pu rouler les vélos, à qui on fait confiance, pour prendre un petit peu ces infos et ces retours terrain d'expérience, pour après donner ces infos aux clients. Il y a beaucoup de personnes aujourd'hui qui ont beaucoup d'infos, clairement, sur les fiches techniques. Moi, je vous avoue qu'aujourd'hui, les fiches techniques, je connais les niveaux de gamme, je sais ce qui est dessus. Je vais pas rader. On ne connaît pas tout par cœur. On ne connaît pas tout par cœur parce qu'il y a des choses qu'on n'a pas besoin de connaître, même si on connaît au final 99% des fiches techniques, si on réfléchit bien. Mais nous, ce qu'on vend, c'est du rêve et de l'expérience. L'expérience, bien sûr. Je prends un exemple. Je veux m'acheter une nouvelle paire de roues. C'est bien de lire des tests et toi tu en fais des tests et c'est super parce qu'aujourd'hui on peut avoir cette information très facilement. Le mieux c'est globalement de qualité, même s'il faut quand même prendre un petit peu de recul et en regarder plusieurs pour se faire son avis. Mais le top c'est d'aller en discuter en réel avec quelqu'un qui l'a roulé et qui pourra peut-être dire non c'est pas ça qui nuancer ou alors va l'essayer parce qu'on a quasiment... essayer d'avoir un max de trucs en test. Je parle des roues, mais les roues, c'est super important. Va l'essayer, quoi. Fais-toi ton propre avis. Okay. Voilà. Je pense que c'est une bonne chose que les gens connaissent techniquement, sur la partie route, notamment. Je dirais un petit peu moins sur la partie VTT électrique, parce que là, il y a beaucoup plus d'infos. Et c'est des chiffres. Là, on a un moteur, donc on parle de watts, de puissance, mais ça correspond à quoi, comment c'est mesuré c'est encore un peu plus vague. Donc là-dessus, nous, on a un travail en magasin où on part d'un petit peu plus loin. Il y a un petit peu plus d'explications à donner aux clients. Mais c'est vrai que la clientèle route est quand même globalement connaisseuse. Un Ultegra, ça parle à tout le monde. Un SRAM Force, ça parle à tout le monde. Et les gens s'y intéressent. Donc c'est plutôt cool. Un petit mot sur la concurrence. Vous n'êtes pas complètement lobotomisé Specialized. Je sais que vous regardez à côté, vous avez des clients qui vous en parlent. Il y a deux types aujourd'hui de concurrence qui sont là. La première, c'est Internet. Il y a du pure player qui est là. La deuxième, c'est l'arrivée de la dynamique chinoise. Alors, on va être très précis. C'est des marques comme Winspace. Oui, on ne parle pas de contrefaçon, etc. Ça est hors question. Mais des marques comme Winspace, même si des fois ils se rapprochent d'un Tarmac, des choses comme ça, font quand même de la très bonne qualité aujourd'hui. Enfin, ils ont des gros budgets de sponsoring. Bien sûr.
pour rentrer dans les équipes pro. Comment vous voyez comment vous vivez et comment vous voyez ces deux types? Alors déjà, Internet, qui est là depuis très longtemps et qui de toute façon est un des modèles économiques. Comment vous le voyez ça déjà? Sur Internet, je vais laisser Pierre. Je pense qu'on se bat plus avec Internet. On n'a jamais voulu se battre avec Internet parce que, encore une fois, apporter du service, donc c'est ça qui va te différencier. Et puis, de toute manière, le prix, c'est une grosse discussion dans le vélo. On est un peu un ovni, nous, dans le réseau. On fait pas de remise. Sur les vélos, on fait pas de remise. On essaie d'offrir des accessoires dont tu as besoin, mais on fera pas de remise sur un produit parce qu'on estime qu'il est travaillé, ce prix, qu'il a été élaboré, etc. Donc, si tu veux, on a cette vision très forte de la politique de prix. Donc, on n'a jamais été trop impacté par Internet. Les gens, eux, sont souvent gênés. Oui, j'ai acheté un dérailleur sur Internet, vous pouvez me le monter? Ou limite, ils s'attendent à un nom. On dit toujours oui, nous. On comprend, quand tu achètes acheter un produit qui est 2 fois moins cher, on comprend. Après, ça nous arrive aussi, nous, dans notre domaine, d'acheter des produits sur Internet parce qu'il y a une réalité qui est là. Bien sûr, évidemment. Après, tu n'auras pas le même service par rapport à ton produit, forcément, en l'ayant acheté ailleurs. Mais en soi, il n'y a pas de problème, je vais te le monter et on va faire les choses ensemble. Moi, je trouve qu'aujourd'hui, Specialized a pris une décision qui est très intéressante pour le réseau, d'arrêter de vendre des vélos sur des pure players. Et ça, pure players étrangers, principalement, en Europe. Ça, c'est clair que c'est la meilleure décision qu'ils aient prise de ce côté-là. Ouais, sur Internet, sur des pièces, oui, sur des vélos, moi, je suis un peu... Après, même si, je prends l'exemple de Canyon, ils font des très bons vélos. Ils font des très bons vélos. Pour moi, il faut être vraiment très autonome dans son choix, dans peut-être potentiellement son entretien, ou même dans son choix global. Je trouve ça intéressant sur ce type de produit, de vélo, d'aller en discuter en magasin avec quelqu'un qui l'a roulé réellement et d'avoir un support derrière, quoi. C'est ma vision, mais je respecte. Deuxième partie, l'arrivée de ces cadres, alors on va appeler ça haut de gamme, asiatiques, enfin chinois, même s'il y a déjà une grosse partie de la production mondiale qui est dans le coin. Mais est-ce que vous avez déjà des gens qui... Alors, peut-être que Specialized est protégé de ça, justement, mais est-ce que vous avez déjà des gens qui roulent dans le coin avec du Wheelspace? Non, on n'a pas eu ça. Ça arrive dans tous les domaines. On prend la voiture, la moto. La moto aussi. Dans la moto, ils font très très mal, honnêtement. Aujourd'hui, je prends des exemples, mais sur des championnats du monde moto, ils gagnent clairement face aux marques qui sont installées depuis des dizaines d'années. On le voit en VTT avec les moteurs Vinox. Les moteurs de chez DJI, la Vinox. Ouais. Ils font des super produits, clairement. Ouais. Encore une fois, je pense qu'il faut attendre de voir. L'avantage de Specialized, c'est qu'il y a une histoire de la marque depuis 1974 et quelqu'un j'utilise le terme, qui est picousé Specialized et qui a eu toutes les itérations des tarmacs. Oui, tu peux avoir envie d'aller voir ailleurs et c'est normal. Mais c'est là où il faut encore plus se démarquer sur le service et l'expérience qu'on va proposer en magasin, où au final, oui, je viens acheter la marque Specialized, mais je viens acheter un vélo chez CP Bike. Ou dans le magasin. C'est le service. Tu regardes dans l'aspect communautaire, etc. Dans le parc automobile, je veux dire, maintenant, les marques chinoises sont là depuis plusieurs années. Elles font bien. Il y en a, t'en vois. Mais le premium européen, ça se vend toujours comme des petits pains. Voilà. Donc, après, je pense qu'on peut vraiment se comparer en termes de marketing à ce genre de marque. Et on sait qu'il y a une prospérité, il y a une stabilité. Moi, il faut être à l'écoute, il faut regarder ce qu'ils font. C'est normal, c'est normal. Puis ça va se développer. C'est pas si mal parce qu'au final, l'arrivée de ces fameux moteurs de chez DJI font bouger les choses. Moi, je reste persuadé que Specialized n'a pas attendu que DJI arrive avec un moteur pour avoir déjà peut-être 2 ou 3 générations de moteurs en développement en avance. Et j'espère que les autres marques, à mon avis, c'est un peu pareil, mais c'est une bonne chose des fois. C'est plus un challenger qu'autre chose. Bien sûr, il y a un nouvel acteur qui arrive. Je pense que c'est une bonne chose. D'accord. À la fin, ça sera une bonne chose pour tout le monde. Au niveau de challenger et un petit peu visionnaire, je sais que... Alors aujourd'hui, le pneu de 30 est la norme. J'exagère un peu, mais oui, c'est la norme. Sur la route, encore une fois. Pas loin de la norme. Vous avez été, depuis, moi que je vous connais, 5-6 ans, les premiers à déjà être au 28. Oui. Ensuite, le 28, c'était trop petit, vous étiez en 30-32. Ouais. Est-ce que...
Alors, on sait que, moi je le vois, je suis confronté souvent à des réponses de lecteurs, des choses comme ça. C'est encore quelque chose dans la tête d'un cycliste route, alors l'ancienne génération plutôt, difficile, un cap difficile à passer. Vous, je sais que vos clients ne se posent même pas la question. Ah non, Comment non. vous avez réussi à expliquer justement ce gain de confort, d'optimisation, toutes ces choses-là, depuis le début? Il y a eu toute une évolution autour de la largeur du pneu. En fait, il n'y a pas que la largeur du pneu, il y a aussi la largeur interne de la jante. de la jante qui a changé. Et ça, on l'a vu évoluer depuis une quinzaine d'années. On se souvient tous de l'Axirium en 17, 19, puis voilà. Et on voit la forme des pneus. Donc, c'est très facile à expliquer à un consommateur, lui montrer, voilà, ton pneu, s'il fait une ampoule, etc. Enfin, donc, je pense qu'on s'est basé sur ces constats-là, à apporter des petits éléments, on va dire, techniques pour expliquer le truc, qu'il va y avoir plus d'air et que ton contact au sol va changer et que ça sera que des bénéfices pour toi, etc. Et on a fait plein d'essais. Moi, aujourd'hui, on travaille principalement la marque de roues Roval, qui n'est pas la plus en avance. Oui, je pourrais être un peu taquin là-dessus. Sur la largeur interne, on est encore en 21. Ouais, ouais, tout à fait. a la nouvelle Terra qui vient d'arriver, qui est plus large, mais qui visuellement, je peux comprendre, pour quelqu'un un petit peu ancien, il va se dire, je vais monter la Terra, comme ça. Mais à l'époque, nous, on a roulé avec du Envy ou du Zip, avec des pneus en 30 qui, sur des roues larges, mesuraient presque jusqu'à 33-34. Et en roulant à 4 bars pour nos gabarits, même si on a dit qu'on ne donnait pas le parlera pas de poids. Mais la sensation de se feutrer sur des routes un peu granuleuses, c'est fabuleux. Et nous, on le voit avec des pratiquants aussi qui sont débutants dans les descentes de col, d'avoir des pneus un petit peu plus larges. Ils se sentent tout de suite plus en confiance. Rassurés, ouais. C'est vrai que si on revient un peu en arrière, des boyaux en 24, 23, 22... Ça fait un peu flipper, quoi, quand on y repense. Ouais. Et quelqu'un qui connaît pas, c'est le mythe un peu du vélo de route, rouler ultra vite avec des pneus ultra fins. Après, c'est le visuel aussi qui donne de la confiance. Quand tu as un pneu large, et puis les cadres ont évolué. Aujourd'hui, un pneu large ne choque plus sur un vélo comme le SL8. Nous, le modèle d'Expo, on l'a monté en 30. Moi, sur un de mes vélos, je roule avec du 35. Aujourd'hui, si j'avais un Roubaix, je roulerais avec du 35. Mais ça veut dire que tu as squeezé les Roval classiques. Tu es passé... Aujourd'hui, je roule avec des Terra. Avec des Terra, c'est ça. Ouais, j'ai apprécié les rapides CLX 3 pour les citer, avec des pneus en 30. Oui, une rapide CLX 3 un petit peu plus large, ça serait génial. Avec ce look un petit peu plus roue de route, j'ai envie de dire. Ouais. C'est vrai que la Terra, ça fait un peu gravel all-road. Nous, on aime bien, mais je peux comprendre que sur un SL8 ou SL9, je ne sais même pas si ça passe, mais ça pourrait peut-être choquer. Je peux comprendre. Ok. Voilà, je voulais avoir votre retour d'expérience là-dessus. Je reviens juste sur le magasin. Le magasin, dans 5-10 ans, alors 10 ans, c'est très très loin, mais dans 5 ans, pour vous, c'est quoi? C'est-à-dire que, alors là, vous avez ouvert un tout nouveau shop qui est splendide, qui est génial. Vous avez déjà la vision du magasin dans 5 ans ou à l'heure actuelle, comme vous dites, vous êtes souvent en discussion tous les deux, vous évoluez constamment? C'est pas notre manière de voir les choses, je trouve. On n'a pas un objectif. D'accord. Ouais. On se réalise au fur et à mesure avec nos envies, nos besoins, vous pouvez très bien vous adapter etc. très très vite sur quelque chose de nouveau. On sait comment on veut le faire. Comme j'ai dit tout à l'heure, il faut toujours qu'il y ait l'humain au milieu, clairement. Demain, nous, si le marché du vélo fait qu'on doit travailler d'une certaine manière qu'elle ne nous correspond pas, je ne sais pas ce qu'on fera. D'accord. Nous, on ne veut pas juste travailler pour travailler, quoi. On veut vraiment avoir ce côté humain, on veut le faire à notre manière. On ne dit pas que elle est meilleure que les autres, mais c'est notre manière, c'est notre vision de voir les choses. On veut se réaliser, quoi. Et bien sûr qu'il y a une évolution qui est obligatoire. Ça, on en a parlé depuis très très longtemps, et notamment avec Specialized, où nous, on était un peu en mode « Non, mais on restera qu'à 2 ». Et on nous dit, vous verrez les gars, ce ne sera pas possible. Bon, on est passé on à a 3. lutté, hein. On a lutté. Et quand on était 3 pour passer à 4, on a lutté. Et là, aujourd'hui, on le voit. Et merci encore à tous nos clients et aux nouveaux clients qui, depuis l'ouverture du nouveau magasin, on se voit peut-être pas rester à 4. Et en fait, il faut être 5. Et donc, on veut la maîtriser. Notre but, c'est pas de devenir une usine. Pour le jeu de mots, c'était une ancienne usine. Mais voilà, on veut pas devenir une usine. On veut toujours avoir cette proximité. Et on veut que... Même dans 5 ans, quand les gens rentrent dans le magasin, s'ils veulent voir Cyril, il est là. S'ils veulent voir Pierre, il est là. S'ils veulent voir Romain, il est là. Et l'inverse aussi. Le client n'est pas qu'un numéro. C'est exactement, aussi ça. Jean-Louis, Exactement Jean-Michel, Stéphanie. C'est super important pour nous. Il y a des gens ici qui ont mis 8 ans
pour venir, et qui habitent là. Ouais. Juste parce que, je veux voir comment ça se passe. D'accord. Je vais attendre de voir les deux petits jeunes là. c'est pas encore les petits jeunes, mais mais c'est cool parce que c'est conservateur. Ça nous challenge. Ouais, ça nous challenge. Et alors voilà, on n'est pas fait pour plaire à tout le monde, clairement, et on l'assume. Et puis ce qu'on propose, c'est peut-être pas fait pour tout le monde non plus. Il y a des gens qui n'ont peut-être pas besoin de ça. Mais en tout cas, voilà, nous, on veut grandir cet aspect communauté, même si on n'a pas un Specialized. On veut organiser de plus en plus de sorties et rencontrer des gens et faire rencontrer les gens surtout. Et on veut que ça devienne un peu le point de rendez-vous le samedi matin avant d'aller rouler, même si on n'a pas besoin de quelque chose. Voilà. Si on arrive à faire ça, c'est déjà pas mal. C'est déjà pas mal. Bonne ambiance. Exactement. Pierre, si tu ne devais garder qu'un vélo à vendre dans le magasin, le vélo qui te fait le plus kiffer à vendre. Ça va pas être de la route. Cyril, il va vous dire ce que c'est. Parce que c'est Turbo Levo. Turbo Levo. Turbo Levo. C'est vraiment l'expérience absolue. Moi, c'est... Ok, d'accord. C'est là où j'ai le plus de bananes. Cyril, même question. Mon cœur dirait Turbo Levo. Mais je pense que la pratique route, gravel, tout ça pourrait un petit peu me manquer. Tu peux dire turbo au début. Je vais dire turbo. Vraiment, je l'assume et je vais dire turbo Créo SL. Ok. Parce qu'on peut tout faire avec ce vélo. C'est incroyable. Pour les auditeurs, qui est le vélo gravel électrique de la marque. Moi, je dirais all-road. On transforme un peu en all-road chez nous. Oui, vous êtes souvent des rois pour la customisation. On aime bien, On aime bien. Et puis j'en profite, je lance un petit message. On attend le futur vélo de route électrique. Le Roubaix SL. Ah oui, voilà, c'est ça. Très bien. Non, voilà, nous les Créons, on les transforme beaucoup en all-road, un petit peu comme des Roubaix. Et moi, j'adore ce vélo parce qu'on n'a pas le temps de rouler, on peut quand même y aller. On n'est pas en forme, on peut quand même y aller. Et le but, on peut faire plus. Je parle pas de perf, même si on peut en avoir. On peut se défoncer physiquement avec ce vélo. Mais en termes de banane, comme disait Pierre, il n'y a pas mieux. Ah, ce vélo est incroyable. Donc vous pensez qu'il manque quand même dans la tranche un concurrent aux gammes TQ Exactement. Il nous faut un performance électrique. D'accord, ok, ça marche. D'accord. Léger, bien évidemment, ça va avec. Exactement. Ok. C'est ça. C'est quoi léger aujourd'hui? On parle de vélo entre 9 et 10 kilos. C'est ça. Mais tu vois, quand tu roules un Roubaix qui est presque 2 kilos plus lourd qu'un Ethos, tu sens le poids? Tu vois, je trouve que c'est vachement moins impactant. D'accord. C'est perso. Mais par contre, comme on parlait des fiches techniques tout à l'heure, pour faire rentrer une personne et venir acheter un vélo de route électrique, il faut une donnée. Sur les fiches techniques, le nôtre est à 12 kilos de brouette, forcément, il y en a peut-être des gens qui ne passent pas la porte du magasin. Alors que le vélo est super en conduite, clairement. Mais voilà. Messieurs, c'est la fin de cette émission. Super. Merci. J'ai pas vu passer le temps. J'ai un petit cadeau. Tant mieux, si tu m'as dit l'inverse. J'ai un petit cadeau Verta Comicorien. Ça s'appelle les Saveurs du Vercors. Alors, c'est un petit partenaire local de l'Anse-en-Vercors. Okay. C'est un peu comme vous, c'est artisanal. Tous les fruits viennent d'un rayon de moins de 40 km du Vercors. Donc, vous ne trouverez pas les choses qui viennent de l'étranger. Okay. C'est produit et transformé, tout est transformé à l'Anse-en-Vercors. Super. C'est 100% artisanal. Saveurs du Vercors, saveurs-du-vercors.fr. Cyril, je t'offre la confiture d'aubépine. Et Pierre, la confiture de barbarine à l'orange. Merci. Voilà. Donc, c'est 100% bio, il n'y a pas de cochonnerie. Mais c'est ça qui est rigolo avec les Saveurs du Vercors, c'est qu'on découvre et c'est intéressant de goûter et d'aller se renseigner. Ouais, c'est ça. Alors, la pastèque, bien évidemment, non, parce que ça vient de très loin. Donc, voilà, c'est un petit peu plus poussé. Merci. Un peu artisanal et du coin. Merci d'avoir pris le temps de nous recevoir ici à Sionzier. On invite nos auditeurs à vraiment venir vous découvrir ici en local. N'hésitez pas. Alors, on vous retrouve avec le fameux Sapar, bien évidemment sur les réseaux sociaux. Vous êtes des stars des réseaux sociaux. C'est tous les mardis ou tous les jeudis, pardon? C'est un petit peu... Maintenant, c'est quand je peux, on va dire. Okay. Non, on essaye d'être assez actif. Là, il y a une période un petit peu plus creuse, mais on essaie quand même d'être assez actif et de proposer quelque chose, pas du contenu de marque, mais de proposer quelque chose du magasin et d'essayer, je dis bien, de faire rire de temps en temps. Et vous avez aussi, après quelques bières, un excellent podcast en général. Exactement. Qui s'appelle l'Esprit CP Bike et si on parlait vélo. Voilà. On aborde un peu tous les sujets, que ce soit de la route, du VTT. Souvent, c'est quoi cette histoire de bière là? C'est quelque chose que j'ai eu c'est une légende. Su ou entendu. Un podcast qui n'a jamais vu le jour. Que Pierre se désinhibe légèrement, il paraît.
Voilà. Un petit peu. C'est pour se mettre dans sa bulle pour le podcast. La page Instagram, donc slash CPBike. C'est c.pbike Sionzier Ok. directement. Le c.p, c'est comme ça, on peut pas faire autrement. Et sur YouTube, vous retrouvez la chaîne aussi CPBike. Très grosse chaîne aussi, hein, que vous animez, vous testez beaucoup on de a choses. lancé un vlog avec les travaux du magasin qu'on a mis un peu en stand-by à la fin parce qu'on pouvait pas, mais on va le reprendre parce que ça a énormément plu. Notre but, c'est pas de faire des vues, c'est juste de partager notre quotidien et pour ceux qui sont pas à côté du magasin, vous faire vivre un petit peu de CP Bike à distance, tout simplement. Merci beaucoup à tous les deux. Merci à toi. Merci. Quant à nous, on se retrouve pour un prochain podcast. Abonnez-vous à votre plateforme de diffusion favorite afin d'être tenu au courant des dernières parutions. Pensez à la newsletter du site l'expertvélo.com. Je vous dis à très très vite pour un prochain podcast ou une prochaine vidéo. Ciao, ciao. Retrouvez toute l'actualité de l'Expert Vélo sur www.l'expertvélo.com.